Alors, bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce nouveau webinaire, un mois après le déconfinement, bilan d'étape, aujourd'hui, où en est-on, et partage d'expériences et préparation de la période estivale. Donc, merci à Sandrine Plançon et Alain Arcicasa pour leur présence et leur intervention. Je vous informe donc que nous enregistrons comme d'habitude cette réunion afin de pouvoir la revisualiser en replay. Nous vous enverrons comme d'habitude donc le lien de ce replay ainsi que le support qui vous est présenté ce matin. Pour un confort de tous, merci de bien fermer vos micros et votre caméra. Si vous avez besoin d'intervenir, poser des questions, n'hésitez pas à le faire par le biais du chat. Nous y répondrons bien évidemment tout au long soit du webinaire ou à la fin, il y a toujours un temps d'échange et de questions-réponses. Voilà, je laisse la main à Sandrine. Merci Caroline. Eh bien, effectivement, donc nous allons démarrer cet webinaire. L'objectif pour ce matin, c'est de partager vos expériences par rapport à la reprise d'activité. Vous êtes une vingtaine d'inscrits à la webinaire et il y a 16 personnes qui ont répondu au questionnaire. On va voir un petit peu le profil tout à l'heure. Et puis donc, on va partager ce que vous nous avez renvoyé et les questions que vous avez posées. L'idée, c'est vraiment de pérenniser les moyens de façon à ce que dans les semaines qui viennent, dans l'été jusqu'à la rentrée, on ait un système de prévention qui soit pérenne et pas trop contraignant, si on peut dire. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là sur les deux premiers webinaires, on va se présenter très rapidement et puis je vais laisser la parole à Alain après. Donc, moi, je m'appelle Sandrine Plançon, je suis consultante à l'Atelier des consultants. Je suis indépendante, en fait, spécialiste en QSE, qualité, sécurité, environnement, et en ce moment, axée à 150% sur la sécurité, puisque je ne fais que travailler sur l'après-Covid, la mise à jour du document unique, les plans de prévention, protocoles et autres. Prévention Covid à outrance. Voilà Alain, si tu veux prendre la parole. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc Alain Arcicasa, moi je suis aussi indépendant. Par contre, je fais partie d'une franchise qui s'appelle Bras droit des dirigeants. Et moi, j'interviens sur tout l'aspect ressources humaines en intervenant à temps partagé, principalement donc dans les TPE-PME. Voilà, donc moi je couvre toute la sphère des ressources humaines, y compris la partie qui va recouvrir tout ce qui est obligations légales et sécurité. Et c'est sur cet aspect-là où on s'est rejoint avec Sandrine en se disant que souvent les aspects étaient avec un côté plus sécurité auquel effectivement et réglementaire auquel Sandrine pouvait répondre et un côté souvent qui est en relation avec la partie ressources humaines à laquelle je pouvais répondre, et c'est ce qui a fait qu'on s'est associé sur ces webinaires. Et ben voilà, si tu veux commenter ces deux... Oui, donc voilà un petit peu quand vous avez reçu le questionnaire, on vous demandait aussi un certain nombre de réponses sur globalement sur vos secteurs d'activité, vos effectifs. Donc on voit que on a une petite moitié avec des personnes qui viennent de l'industrie, un gros tiers en provenance du commerce et un petit quart qui vient des services, dans les personnes qui nous ont répondu, avec globalement une petite moitié sur des entreprises de plus de 50 salariés et environ un quart d'entreprises de 11 à 50 et un quart d'entreprises de 1 à 10. Voilà, donc un panel assez diversifié. Il y avait deux, trois questions qui vous étaient posées un petit peu plus spécifiques. Une qui nous intéresse, c'est de savoir si vous aviez mis en place ou actualisé le DU. On se rend compte que si on a 2/3 de réponses positives, on en a quand même un tiers qui est encore en suspens, soit avec pour 19% non, soit 19% qui ne savent pas, en se disant qu'en cette période d'actualisation, normalement, ceux où le DU a été actualisé devraient en être normalement informés, quoi. Donc ça veut dire dans un tiers des entreprises qui ont répondu, reste quand même un gros point d'interrogation sur cet aspect technique et obligatoire qui est la mise en place et la mise à jour du DU. Sur la mise en place du CSE, là, on voit que les 2/3 ont répondu oui, un quart qui a répondu non, et je pense que ça correspond au quart des moins de 11 salariés, et puis là, une dizaine de pourcents qui ne savent pas, ce qui n'est pas aberrant, notamment dans les plus petites structures. Voilà.
Donc là, rien de particulier, si ce n'est de rappeler, attention à ceux qui ne l'ont pas en place et qui le savent, ou qui n'ont pas fait les élections, que ça va être un sujet qui va être très certainement fortement suivi par l'inspection du travail à la rentrée. Dernière question qui a été posée, qui est un sujet d'actualité, c'est de savoir si vous aviez mis et maintenu en place le télétravail. Donc là, on voit que ça a été pour 2/3 le cas. Donc ça nous semble être un sujet important, notamment pour ceux qui le poursuivent, puisque ça touche différents aspects. Donc d'une part, effectivement, ça vient interpeller l'organisation du travail. Ça vient aussi effectivement ouvrir toute la question de la responsabilité en cas d'accident. Qu'est-ce qui se passe si mon salarié a un accident à son domicile pendant qu'il est en télétravail? Et donc ça ouvre du fait sur toute la partie prévention des risques au domicile. Donc on voit bien que c'est un sujet qui va plus loin que la simple organisation telle qu'on la pense. Donc il y a tout l'aspect management, mais il y a aussi tout l'aspect sécurité qui est lié à cette nouvelle organisation du travail. Et pour ça, normalement, on est en train de voir avec la CCI pour organiser aussi un webinaire qui couvre ces deux aspects prochainement. Voilà. Tu peux garder la parole pour... Et du coup, je continue. Donc, dans les questions qui nous sont arrivées, ou les observations, on a regroupé un petit peu ce qui est arrivé. On avait un point qui concernait le trop peu de documents sur lesquels s'appuyer, parfois parce qu'il n'y avait pas toujours d'arrêt d'activité, que c'était difficile d'avoir l'information au bon moment et difficile d'anticiper, et qu'effectivement, il y avait de l'incertitude et des incohérences dans les consignes gouvernementales. Alors ça, c'est certain. On a vécu une période, on en parlait avec Sandrine avant de démarrer le webinaire. Il y a des centaines de textes légaux qui sont sortis depuis la mi-mars, qui viennent de tous les ministères et qui parfois, effectivement, remettent en cause la décision qui a été prise 2 semaines ou 3 semaines avant. Donc, c'est effectivement un environnement qui n'est pas simple à suivre. Pour moi, il y a différentes choses qui sont importantes là-dedans que je vais rappeler. On peut y voir là l'importance d'avoir identifié dans l'entreprise le référent Covid, dont un des rôles est justement dans sa sphère d'intervention. Si vous êtes une entreprise de la restauration, les textes viennent seulement de sortir. Si vous êtes dans d'autres domaines, le BTP, c'est sorti il y a déjà quelques mois. Donc on voit bien que suivant le métier, les informations ne sont pas les mêmes. Et le référent Covid a notamment comme but de suivre cette actualité. Il a d'autres aspects qu'on verra tout à l'heure, mais il a celui-là. Sinon, la seule chose qu'on peut vous recommander aujourd'hui, c'est de ne suivre que ce qui vient de l'information officielle, c'est-à-dire globalement des différents ministères. On a rappelé ici un certain nombre d'éléments qui sont importants et qu'on trouve. Donc, un qui concerne le protocole de déconfinement qui est sorti début mai. Je ne sais pas si on prévoit de l'ouvrir ou juste pour voir à quoi on fait référence. Le protocole de déconfinement, donc c'est celui qui a donné les grandes lignes de comment on pouvait déconfiner, qui a instauré la règle notamment des 4 mètres carrés par personne de la jauge, qui rappelait le mètre de distanciation, qui rappelait les différentes contraintes, qui là étaient génériques à chaque entreprise. On a ensuite eu, donc voilà, à nouveau un document officiel qui est le décret du 31 mai, qui lui est sorti suite à l'intervention de notre Premier ministre, qui devait être le 28 ou le 29 mai, dans lequel il a à nouveau rappelé les éléments qui allaient accompagner la deuxième vague de déconfinement qui démarrait le 2 juin. Et donc là, on retrouve toutes les autorisations, à nouveau, quels sont les établissements qui peuvent réouvrir, dans quelles conditions, etc., etc. Un point sur lequel s'appuyer, qui a beaucoup, qui moi m'a beaucoup servi au début, c'était les fiches conseils métiers qui étaient aussi édictées par le ministère du Travail et qu'il faut associer à tous les protocoles métiers qui sont sortis aussi depuis. Donc le premier ou un des premiers étant le protocole lié à tout ce qui était BTP, mais il y en a eu un certain nombre depuis. Donc ça, c'est bien sûr, suivant votre métier, les références qu'il faut absolument avoir, quoi. Ce qui n'empêche pas qu'il est nécessaire de les adapter à son activité propre, d'accord, mais en veillant à ce qu'on reste dans le cadre
qui a été défini dans ces fiches conseils métiers ou dans ces protocoles sectoriels. Voilà pour ça. 2 autres références qu'on vous met ici qui peuvent être intéressantes. Une qui concerne un questionnaire que l'ARACT a mis en ligne avec deux orientations, une qui est très petites entreprises et l'autre qui est plutôt pour les PME, qui permet de passer en revue un petit peu les questions qu'on doit se poser au moment de la reprise d'activité. Donc ça va être des questions sur effectivement, est-ce que j'ai bien informé mon personnel, est-ce que j'ai bien envisagé toutes les formes d'organisation possibles, est-ce que voilà. Donc ça concerne vraiment, c'est une série de questions, je ne sais plus combien il y en a, une quinzaine ou une vingtaine, qui abordent les différents aspects que le chef d'entreprise doit absolument aborder ou se poser avant de redémarrer son activité. Ça vous ressort un graphique sous forme de cible, là, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, de radar. Et si jamais vous avez des notes qui sont inférieures à un certain seuil, ça vous communique des pistes d'amélioration. Si vous êtes bon, ça ne vous donne pas de pistes d'amélioration, mais si vous n'êtes pas bon, je ne sais pas quel est le seuil, vous avez un certain nombre de conseils qui vous sont donnés ou de rappels qui sont faits. Donc ça prend vraiment, si vous le faites, ça prend sincèrement 5 minutes. À faire. Donc ça peut être intéressant, même si vous avez redémarré, pour se poser la question, est-ce que j'ai bien vu tous les aspects? Et un autre site ou un autre accès qui est toujours à avoir aussi en mémoire pour les gens qui traitent de la sécurité, c'est bien sûr le site de l'INRS, qui va reprendre, lui, de façon opérationnelle, souvent, les textes législatifs ou les informations législatives avec de l'explicatif. Donc typiquement, la dernière fois, on s'était appuyé dessus pour tout ce qui était ventilation, par exemple, quelles sont les règles? On se posait des questions, est-ce qu'on peut mettre la clim, pas la clim, comment ou pas? Voilà, là on va sur le site de l'INRS. Ils ont aussi fait, ils le font toute l'année, hein, mais ils le font aussi là, ils ont fait un gros travail sur les affichages. Ils ont un certain nombre d'affiches qui sont régulièrement mises en ligne et spécifiques, notamment liées au Covid, sur les consignes, en les faisant évoluer en fonction des nouvelles, de l'évolution de la législation, sur tout ce qui va être port des EPI, tout ce qui va être lavage des mains, tout ce qui va être... Donc, ils ont vraiment des affichages et des petits moyens, des petits outils de communication qui parfois sont très intéressants et sont, à coup sûr, du coup, c'est quelque chose sur lequel on peut aussi s'appuyer, quoi. Voilà, donc le mot d'ordre, je pense, à retenir, c'est s'il y a un doute, les seules informations qu'il faut prendre, c'est celles qui se trouvent sur les sites officiels du gouvernement. Plus que ce qui va se trouver sur un chat ou un blog organisé par on ne sait pas qui et sans support légal. Voilà. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, Sandrine. Bah non. C'est parfait, hein. Ce qui est valable, c'est ce qu'on dit aussi, nous, qui est pioché dans les documents du gouvernement. Bon, bah écoute, parfait. Je prends la parole pour la suite. Il y a eu beaucoup de questions sur... Est-ce que j'ai remis mon micro? Oui. Beaucoup de questions par rapport au document unique. Ça tombe bien parce que c'était quand même le sujet. Donc, comment remplir le document unique? Comment gérer le face-à-face client? Quelqu'un qui disait j'ai pas de salarié, donc j'ai pas de difficulté. Et j'ai regardé en fait dans le détail qui avait répondu ça, et c'est quelqu'un qui a des clients. Donc ça reviendrait à la deuxième question. Comment on fait quand on a des clients et qu'on est un commerçant? Et puis dans document toujours, quel protocole en cas de cas suspect ou de cas avéré dans l'entreprise? Donc moi, depuis une dizaine de jours, là, j'ai travaillé avec les offices du tourisme de la Côte des Bars. Du coup, je me suis permise de vous présenter là un extrait qui montre bien finalement ce que j'avais présenté à la première réunion, c'est-à-dire l'outil en lui-même d'évaluation des risques et de prévention. Donc voilà, en synthèse, est-ce que c'est lisible ou pas sur vos écrans? Donc ça, moi je le mets dans un tableau Excel parce que c'est assez facile d'avoir des extractions derrière. Donc zone par zone dans l'établissement, on va récupérer tableau non lisible à l'écran. Emmanuel, ok, j'entends. La limite, je sais pas si je peux partager le tableau Excel avec Teams, Caroline. Sur partager en bas dans la règle. Ici là. Il faut mettre la flèche. Attendez, j'ai essayé de vous montrer le tableau Excel, ce sera plus simple.
Barre sur aube. Est-ce que là, vous voyez mon Excel qui s'ouvre? Et les autres? Non. Pas une... ouais, je crois que je vais mettre le bazar plutôt qu'autre chose. Là, du coup, je suis revenue sur le... Ok. D'accord. Sauf que... Faut vraiment pas que je m'aventure à faire des trucs, moi. Voilà, ça y est. Ouais, je vais le commenter. En fait, on voit qu'il y a plusieurs colonnes. Donc, la première colonne, c'est les zones de l'établissement. On va aller regarder pour chaque zone quelles sont les situations dangereuses. Donc là, dans l'extrait que j'ai pris, c'était exposition aux agents biologiques. Les risques associés à ça, si vous vous souvenez, je vous avais parlé d'un triangle de contamination, soit de la contamination directe, soit de la contamination indirecte par point de contact. Donc là, c'est ce que j'ai précisé, direct, indirect. Et puis, de façon factuelle, un descriptif de la situation. On est dans une zone de X mètres carrés, il y a 3 portes, il y a un comptoir, etc. Les notes, gravité, fréquence, durée d'exposition, je multiplie chacune de ces notes pour avoir la note du risque en question sur cette ligne-là. Quelles sont les préventions en cours déjà existantes à la date où on fait l'analyse? Donc, parfois, il y en a, parfois, il n'y en a pas. J'ai marqué aucune quand il n'y en a pas. Et qu'est-ce qu'on fait pour couvrir le risque? Qu'est-ce qu'on prévoit de faire? Donc, s'il n'y avait rien, on prévoit de faire des choses. S'il y avait des choses, on complète ou pas. Et puis, on fait une sorte de planification, enfin pas une sorte, une planification prévue pour le, réalisez-le. Et voilà, ça, c'est votre support d'évaluation des risques. On peut le complexifier si on veut en notant également le risque après la prévention. Mais moi, là, j'ai décidé, c'était une petite structure, j'ai décidé de ne pas faire quelque chose de trop complexe pour qu'ils puissent l'utiliser derrière facilement. Donc voilà à quoi ça peut ressembler votre document unique d'évaluation. Quand on est sur Excel, on peut extraire un plan de prévention, c'est-à-dire qu'on va extraire uniquement ces 3 colonnes-là de la fin. Qu'est-ce que je veux faire? Pour quand? Cet effet quand? Voilà des choses qui sont intéressantes à exploiter. Et au niveau du formalisme, je vous avais dit, ça peut ressembler à un tableau Excel, ça peut ressembler à un flux, ça peut ressembler à une feuille de paperboard, ça peut ressembler à un cahier, peu importe, il n'y a pas d'obligation sur la forme. Donc voilà pour cette partie-là. Je vais revenir. Donc comment remplir le document unique, voilà, et reportez-vous sinon au support qu'on vous avait envoyé sur la première réunion ou au replay de ce webinaire. Pour les gens qui ont posé la question, comment gérer le face-à-face client? Je pense que c'est surtout les commerçants qui ont demandé ça. Je vous suggère de traiter vos clients comme vous traitez les salariés. Il n'y a pas d'obligation, si vous vous souvenez. Établissement recevant du public, d'un point de vue réglementaire, ça va prendre en compte essentiellement les problématiques d'urgence, c'est-à-dire la prévention incendie, l'évacuation, l'anti-panique. C'est toutes les règles de construction. Mais il n'y a rien qui dit comment on fait pour ne pas contaminer son client. Donc, faisons des lignes dans le document unique qui diront bah, ça, c'est à la fois pour mes salariés et à la fois pour mes clients. J'avais ça à l'Office du tourisme, puisqu'il y a des comptoirs où on renseigne le client, où on vend des tickets, où on vend des objets. C'est la même chose que je sois en face à face avec un client ou en face à face avec un collègue. Donc, vous rajoutez juste des lignes par rapport au cas particulier avec les clients et ça suffit largement. Pour la partie que faire en cas de cas suspect ou de cas avéré, il y a un document officiel. Alain en parlait tout à l'heure des documents officiels. Celui-là, moi je ne l'aime pas du tout parce qu'il y a beaucoup de texte, mais il a au moins le mérite d'exister. Et en 2 pages, il nous explique le ministère du Travail, conduite à tenir en cas de suspicion de Covid. Donc, sur la première page, on rappelle les bases de la prise en charge qui reposent sur il faut isoler la personne, se protéger et la protéger, et puis rechercher les signes de détresse et avertir le service de santé au travail. On va regarder les étapes. Premièrement, il faut isoler la personne en la guidant si possible vers un local dédié. Ou pas.
Alain va revenir tout à l'heure sur ce sujet-là avec un exemple assez concret. Donc, en fait, effectivement, si quelqu'un se plaint qu'il a de la fièvre, qu'il a des symptômes, il faut qu'on l'isole. Et on s'isole avec. Alors, quand je dis on, c'est son chef, le hiérarchique qui est là, le référent Covid, s'il y en a un. Oui, tiens, on parle des SST. Dans les structures un peu plus grosses, s'il y a des SST, pourquoi pas. Voilà. Et puis ensuite, il convient de prendre des décisions pour savoir ce que cette personne va faire. Est-ce qu'elle va pouvoir rentrer chez elle seule? Est-ce qu'elle va devoir être prise en charge par des services d'urgence parce qu'elle a des signes de détresse? Voilà un petit peu la réflexion qu'il va falloir tenir. Et quand on est dans le doute, c'est ce qui est indiqué ici. Le mieux, c'est d'appeler le 15 et puis d'expliquer la situation et d'écouter les consignes. Ce que je vous disais la dernière fois, les consignes, elles évoluent presque tout le temps, donc on ne peut pas les mettre ici. Je pense que voilà, on isole la personne, on se protège tous les deux, et la personne et celle qui le prend en charge. Se protéger, ça veut dire mettre un masque, se désinfecter, mettre les distances, et puis appeler les services de secours, et puis écouter ce qu'ils vont nous dire. Alain, tu avais quelque chose à dire, toi, par rapport à isoler dans un local dédié? Oui, je voulais juste revenir un petit peu sur cette notion, puisque ce qui est défini ou ce qui a été défini à la base, c'est dire dédier un espace dans votre entreprise qui sera quelque part réservé à accueillir les éventuels cas de Covid. Alors moi, à mes heures perdues, je m'occupe d'une résidence de tourisme sur les bords du Der, sur lequel on a effectivement un bâtiment principal dans lequel on a plutôt les salariés et des cottages indépendants dans lesquels se trouvent les clients. C'est clair que si on a prévu un endroit dans le bâtiment principal où éventuellement on allait gérer nos salariés, si un client à un moment donné nous contacte en nous parlant d'un risque Covid, la première chose qu'on va lui dire, c'est bien sûr de rester dans son cottage et pas de venir dans le bâtiment principal pour le mettre dans la salle qui est prévue pour isoler quelqu'un, pour éviter de venir contaminer. S'il est dans son cottage, il a certainement éventuellement déjà contaminé en partie le cottage et il faudra éventuellement, si le risque Covid s'avère vrai, le nettoyer. On va lui dire de rester là où il se trouve, plutôt éventuellement de faire sortir le reste de la famille ou autre si nécessaire, mais on va plutôt isoler les gens concernés là où ils se trouvent dans la mesure du possible, quoi. Donc effectivement, il faut bien adapter aussi, c'est ce que je parlais tout à l'heure, le texte à la situation telle qu'on la vit, quoi. Voilà, on peut avoir aussi des gens à un moment donné chez nous qui vont se retrouver, pourquoi pas, à un moment donné seuls dans leur activité. Il faut qu'ils le traitent différemment. Ils vont bien sûr pas s'isoler. Ils vont tout de suite téléphoner au 15 et gérer la question en direct, quoi. Okay. Voilà. Je me rends compte que en fait, j'ai mis des liens hypertextes et que moi, je les vois sur mon écran, mais vous ne les voyez pas. Donc, je vais arrêter de faire ça. Je vais juste compléter. Alors, sur la prise en charge, on vient de parler de la prise en charge de la personne qui a les symptômes. Il ne faudra pas oublier, et c'est indiqué dans le document que vous ne voyez pas, mais que vous pourrez aller chercher quand vous recevrez les liens, il faut s'occuper après de la zone et des gens qui ont été en contact avec cette personne-là depuis qu'elle est arrivée au poste, qui vont devenir des personnes contacts et qui vont être traitées comme telles, c'est-à-dire probablement isolées, testées dans 2-3 jours, et pour qui on va peut-être, les services de santé vont peut-être décider de faire une quatorzaine ou pas. Donc, il y a la personne, mais il y a également la zone dans laquelle elle a travaillé depuis l'arrivée sur le poste et les personnes avec qui elle a été en contact. C'est ça aussi la difficulté. Sans être parano, il faut penser à tout ça. Le deuxième type de question sur lequel je voudrais travailler là, c'est vous avez plusieurs ont dit, on a manqué de matériel au départ, de masques, de gel, de choses comme ça. Les approvisionnements ont été difficiles parce que tout le monde s'est rué en même temps sur les produits. Je pense que ça a été aussi très vrai pour tous ceux qui sont dans les bars et la restauration, parce que vous avez eu les consignes hyper tard par rapport à l'autorisation de réouverture. Bon, maintenant, je pense que ça, c'est régulé. Il y a du matériel à peu près partout. Du coup, je voudrais en profiter. Et là, je pense que le lien va marcher parce que la liste, elle est dans mon PowerPoint. Je vais digresser un petit peu. Là, avec l'Office du tourisme, je leur ai fait une liste, une checklist qui est vraiment destinée aux référents Covid ou à la personne qui est en charge de la prévention Covid dans l'établissement. Moi, j'ai appelé ça guide des bonnes pratiques.
et vérification des disponibilités. Et à partir de là, vous pourrez faire une liste des équipements et des consommables que vous devez avoir toujours en stock. Donc, c'est un extrait aussi. Donc, on imagine… Ah, qu'est-ce que je viens de faire? Bon, vous voyez quoi là? On voit 2 gendarmes. Caro, j'ai besoin d'aide. Je crois que c'est toi qui as repris la main. Non. Non? Et pourtant, c'est fait plusieurs webinaires. Je ne devrais pas avoir de faux gestes. Ouais, c'est bon. Alors, je prends la main. Voilà, il est là. C'est bon? On le voit. Donc, c'est une grille de vérification donc des bonnes pratiques sous la responsabilité du référent Covid. Je pense que ça, c'est une inspection qu'on peut faire au moins une fois par semaine. Ça dépend de la taille de l'entreprise. Et je vous suggère de l'archiver. J'ai marqué 12 mois, il n'y a aucune obligation réglementaire. Gardez-le parce que ça va pouvoir vous servir de preuve que vous avez fait des choses et que surtout vous avez vérifié qu'elles étaient toujours en place, pérennes et en bon état. On ne sait jamais si quelqu'un pouvait se plaindre dans votre établissement qu'il a attrapé la maladie ou que vous n'avez pas fait le job, vous pourrez prouver que si. Donc, si on prend cet exemple-là, en fait, on a une sorte de cheminement à faire dans l'établissement, zone par zone. Quelle règle est à appliquer? Donc, par exemple, la première règle, si vous ne voyez pas à l'écran, c'est organiser le flux à sens unique des visiteurs en utilisant les 2 portes d'accès. On va vérifier que les produits et le matériel sont disponibles. En l'occurrence, là, il n'y en avait pas besoin. Et est-ce qu'il y a des affichages? Donc oui, il y a un affichage qui dit aux clients et aux visiteurs qu'on n'a pas le droit à plus que 2 personnes à la fois et qu'il faut suivre le sens unique. Et bien, une fois par semaine, on va aller dire, est-ce que c'est conforme? Oui, non. Par exemple, on pourrait marquer un commentaire, les marquages au sol sont abîmés, il va falloir les refaire. Et puis, on notera quand on les aura refaits. Celui qui est en dessous, là, c'est gel hydroalcoolique à l'entrée sur la petite table. Donc là, par contre, il faut des produits et du matériel. Il faut du gel et du papier ou des lingettes. Et puis, il y a également une affichette. Donc, on va vérifier qu'il y a tout ça. Et donc, cette colonne, la disponibilité des produits et du matériel, elle vous permet de faire votre liste de courses et de savoir qu'à un moment donné, vous devez avoir en stock ou pour 2 semaines suffisamment de matériel pour ne pas vous retrouver en pénurie à un moment donné et pas pouvoir mettre à disposition tout ça. Donc voilà, une petite digression par rapport aux questions que vous avez posées qui me paraît intéressante. Je suis désolée, est-ce que je n'arrive pas à repartir? Si c'est bon. Ici. Et quelqu'un a posé une question sur le nettoyage. Enfin, il disait que c'était une difficulté et je ne savais pas trop. Il n'y avait pas de commentaire, donc je n'ai pas su quelle était la question. Parce que, juste, si cette personne est là, elle peut mettre au chat un peu plus de détails sur cette question. Et sinon, de la même façon que vous avez fait la checklist de vérification, que les bonnes pratiques sont appliquées, que les consommables sont là et les affichages sont là, vous pouvez également établir une liste des points de nettoyage, un peu comme on voit dans les lieux publics, et dire, voilà, il faut nettoyer dans cette salle-là 3 boutons de porte, des interrupteurs, la rampe, les boutons de l'ascenseur, et puis enregistrer que c'est fait et garder cet enregistrement-là. Est-ce que ça répond à la question de la personne ou pas? Je regarde le chat, il ne se passe rien, je passe à la diapo suivante. Je garde la main. Là, on est plus sur la gestion du changement et le management. On l'avait un peu évoqué sur la deuxième webinar. Alors, en préambule, je vous ai indiqué ici une phrase que l'un d'entre vous a dit. C'est une dame de chez Alibert, ou Madame Alibert, ou Société Alibert. Je ne me souviens plus très bien. Est-ce que vous êtes là? Peut-être pas. Et c'était vraiment intéressant parce que dans les difficultés, elle dit, nous, on n'a pas eu de difficultés particulières. Comme nous avions cessé l'activité, nous avons pu construire rapidement et sereinement nos moyens de lutte avec le CSE, en informer le personnel avant la reprise. Les consignes ont été acceptées et appliquées relativement facilement. Nous avions juste peur de manquer de masques si nous devions imposer leur port dès la reprise et ne plus en avoir par la suite. Donc là, ce qu'on lit, c'est que finalement, prendre le temps
de structurer les moyens de prévention, d'en parler avec les salariés ou des représentants des salariés, ben, finalement, ça marche. Et ben, on est tous humains et je pense que si on peut s'approprier la démarche, c'est beaucoup plus facile de l'accepter, de la comprendre et de l'appliquer. C'est ce que je vous dis là, en fin de compte, puisque donc vous avez posé des questions sur l'aménagement des locaux et le changement des habitudes, ça c'était difficile. Le maintien de la distanciation lors des pauses et des repas pris dehors, devoir changer l'organisation des prises de poste et des pauses, et devoir faire appliquer le port du masque ou de la visière. Donc sur les 3 premiers, je dirais effectivement c'est dur et on est, enfin tout le monde est comme ça. Si on nous impose des choses qu'on ne comprend pas la finalité, on a quand même beaucoup de mal à les accepter, à les mettre en œuvre. Donc au maximum, discuter avec les équipes, ajuster, parce que peut-être ce qu'on peut penser sur le papier être une bonne solution n'est pas pratique du tout. Donc, ajustez, faites vivre, revenez dessus, modifiez. C'est quelque chose qui est vivant. Et comme on disait en introduction, il faut absolument que ce soit pérenne parce qu'on risque quand même de garder un certain nombre de règles pendant plusieurs semaines encore, peut-être plusieurs mois. Donc, il faut que ce soit confortable, entre guillemets. Et comme ça, les gens vont se l'approprier. Et faites des inspections régulières. Alors, j'ai dit le référent Covid, mais la meilleure idée, ça serait que vous fassiez des inspections tournantes et que chaque individu dans l'entreprise, de temps en temps, soit chargé de faire cette inspection-là. Ça ne prend pas beaucoup de temps et ça permet à nouveau de s'approprier. Et puis aussi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile de voir chez les autres ce qui ne va pas que chez soi. Et donc, en allant voir sur le poste d'à côté ou dans le bureau d'à côté ce qui ne va pas, on va vraiment comprendre les règles. Donc, n'hésitez pas à faire des audits en binôme et puis à vous relayer. C'est sûr que ça prend du temps. Pendant ce temps-là, les gens ne font pas le job, mais finalement, c'est très utile. Alors, il y a un lien qui ne marchera pas. C'est une petite vidéo qui dure 2 minutes 34. Elle est hyper bien faite et elle reprend toutes les bonnes idées, toutes les bonnes pratiques quand on est au travail pour se protéger et protéger les autres. C'est assez ludique. Donc, n'hésitez pas à le diffuser, à le partager en interne. On retrouve tout là-dedans avec beaucoup de sens. Et puis les EPI, ouais, c'est mon cheval de bataille. Les masques et les visières, franchement, si on pouvait s'en passer, je pense qu'il faut absolument s'en passer. Et peut-être qu'au départ, c'était assez sécurisant de se dire bah, tout le monde va porter les masques, tout le monde va porter les visières. Et on sait très bien que c'est trop contraignant. Les gens ne les ont pas, ils les ont pas nettoyés, ils ne savent pas où c'est, ils les ont oubliés. Donc, revenez un petit peu en arrière sur votre démarche et demandez-vous si vous ne pouvez pas mettre en place la protection collective. Un écran en plexiglas, c'est beaucoup mieux qu'un masque. Une distance de plus que 1 mètre, c'est beaucoup mieux qu'un masque. Donc, à chaque fois que c'est difficile, ça veut dire certainement qu'ils n'y voient pas l'intérêt. Donc, réfléchissez avec eux à comment on fait. D'accord, tu ne veux pas porter le masque, ok, mais qu'est-ce que tu proposes? Parce qu'il faut que si toi, tu ne veux pas te protéger, il faut quand même que tu protèges tes collègues ou que tu protèges les clients. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place de façon collective pour qu'on n'ait pas cette contrainte de l'équipement individuel? Voilà un peu le raisonnement que je vous suggère. Et puis la dernière question, vous avez été plusieurs à la poser, c'est jusqu'à quand ça va durer cette affaire-là de protection? Alors, au début, hier, j'avais mis une boule de cristal, puis je me suis dit que c'était quand même trop ironique pour une réunion aussi sérieuse que celle qu'on fait ce matin. Donc, je vais dire, on est en prévention des risques. Donc, aujourd'hui, il y a un risque, demain, il y a un risque, après-demain, il y aura toujours un risque. Donc, il faut qu'on soit à l'écoute. Qu'est-ce qui se passe avec ce virus? Comment il continue à circuler? À la limite, même s'il n'y a plus que 1000 cas actuellement en réanimation, alors qu'il y en a eu jusqu'à 10 000 il y a un mois, ça veut dire qu'il est quand même toujours là. Donc, tant qu'il y a ce virus qui circule, il va falloir qu'on se protège. C'est pour ça que j'arrête pas de dire que ça va durer plusieurs semaines et plusieurs mois, peut-être jusqu'à l'année prochaine que le fameux vaccin soit sorti. Donc, en tout cas, il faut les appliquer, ces règles-là, jusqu'à ce que l'exposition soit nulle ou insignifiante, et au moins jusqu'à la fin de l'obligation par le gouvernement. Au-delà, à un moment donné, on va lever le confinement, et probablement le 22 juin, la prochaine allocution, ça va être levé, enfin, en grosse partie. Je suis avec Alain dans la salle et il hoche la tête. Peut-être qu'il y a quand même des bonnes pratiques qu'on pourrait garder entre nous. À vous de voir dans vos établissements qu'est-ce qu'on pourrait garder,
parce que c'est quand même plutôt pas mal ces mesures-là. On peut les rendre un peu moins contraignantes et on peut continuer à se protéger. Voilà, pour cette diapo, il n'y a pas plus de questions que ça, donc je vais... Alain, c'est le dernier pour toi, dernier slide. Oui. Donc, voilà. Donc là, c'était des questions qui étaient plus sur on va dire, la disponibilité globalement du personnel, avec des premières questions qui concernaient, qui étaient d'autre part, un membre de notre personnel nous a donné un certificat d'isolement délivré par son médecin traitant sans date de fin, car un membre de sa famille fait partie des personnes à risque. Je m'interroge sur la durée que nous devons prendre en compte pour son absence et comment nous gérons ce type de certificat. Donc d'une part, pour vous rappeler, effectivement, c'est de la responsabilité de l'employeur d'informer ses salariés qu'ils peuvent faire partie d'une catégorie de personnes dites à risque, et notamment à risque de développer une forme sévère du Covid, qui est une liste de, je ne sais plus combien, une quinzaine de maladies chroniques ou de situations physiques qui sont à prendre en compte et qui se passent de la même façon si on vit avec quelqu'un qui présente aussi ces risques. Donc là, pour moi, c'est une obligation pour l'employeur d'informer ses salariés que s'ils sont dans cette situation-là ou s'ils pensent l'être, ils doivent absolument voir leur médecin pour que leur médecin prenne position. Le médecin aujourd'hui, effectivement, depuis le 1er mai, on n'a plus d'arrêt maladie sur ces cas-là, on est passé dans le régime de l'activité partielle. Et pour que le salarié puisse bénéficier de l'activité partielle, il faut qu'il produise à son employeur un certificat d'isolement émis par le médecin du travail. Le médecin a juste à mettre qu'au regard de la situation de santé du salarié, il décrète une situation d'isolement et donc une interdiction d'aller au travail. Pourquoi il n'y a pas de fin ? Il n'y a pas de fin parce que ça reprend un peu la question d'avant où effectivement on ne sait pas quand le virus ne va plus être là. Et si ces gens sont à risque aujourd'hui, tant que le virus est présent, il reste des personnes à risque. Donc en fait, normalement, c'est un décret qui doit sortir et qui mettra fin quelque part à la légitimité de ce certificat d'isolement. C'est-à-dire que de la même façon, quand on dira on n'a plus besoin forcément de respecter les 4 mètres carrés, le mètre de distance, le port du masque dans les transports, enfin j'en passe et autres, et bien à un moment dans ce décret-là, il y aura aussi le certificat d'isolement n'a plus raison de justifier une absence. Voilà. Donc c'est effectivement pour le moment à durée déterminée, mais sans fin, la fin sera donnée par un décret. J'ai remis un lien aussi, du coup, que vous trouverez là-dessus, qui est un lien service public, sur lequel on retrouve un petit peu toutes les situations. Voilà, vous êtes salarié, vous êtes en activité partielle, vous êtes malade, vous êtes en situation d'isolement, vous devez faire garder vos enfants, etc., avec la façon de le traiter. Et donc, la question qui est en dessous, qui est la prise en charge du personnel qui doit garder son enfant et la prise en charge du personnel dit à risque. Alors là, il y a deux aspects pour moi. Un, c'est de bien récupérer l'information comme quoi votre personnel fait partie de ces effectifs-là. Donc le personnel dit à risque, c'est ce qu'on a parlé avant. Celui qui doit garder son enfant, il doit vous produire un certificat, d'une part, comme quoi l'enfant ne peut pas soit aller à l'école, soit être pris en charge par la nourrice. Donc là, il y a un premier certificat qui est celui-là. Et le deuxième, c'est une attestation sur l'honneur, comme quoi il est bien le seul membre du couple à être dans cette situation-là et à rester à la maison pour garder son enfant. Les deux parents n'ont pas le droit chacun de faire un certificat comme quoi ils doivent rester à la maison pour garder les enfants. De la même façon, après, suivant si le salarié peut ou pas être mis en télétravail, l'employeur soit le mettra en télétravail si c'est possible, soit sinon, effectivement, le passera en activité partielle. Donc aujourd'hui, tous les cas de nécessité et d'obligation du salarié à rester à la maison, soit parce qu'il est dans une situation à risque, soit parce qu'il doit garder ses enfants, passent dans le cadre de l'activité partielle. Donc pour éventuellement ceux qui n'avaient pas ouvert d'activité partielle parce qu'ils n'avaient pas de raison d'être en activité partielle, se doivent d'ouvrir une demande d'activité partielle pour pouvoir y placer ces salariés-là. Voilà. J'espère que ça répond aux questions. Et la dernière qui était du coup, comment gérer au mieux les retours au bureau liés essentiellement à la réouverture des écoles qui conditionnent la suite.
bah, effectivement, on voit bien qu'au-dessus, il y a un certain nombre d'incertitudes, hein. On ne sait pas quand les écoles vont réouvrir, on ne sait pas quand le décret qui donnera fin au certificat d'isolement va sortir. Voilà, donc là, la première réponse que je ferai, c'est de gérer au mieux. Et ça veut dire quoi, gérer au mieux quand on est dans les RH? Bah, c'est qu'il faut établir un vrai prévisionnel RH, quoi. Quels effectifs j'ai aujourd'hui? Dans ces effectifs-là, qui a priori est présent et ne présente pas de contre-indication? Qui pour le moment est en certificat d'isolement? Qui aujourd'hui est dans une situation incertaine par rapport à ses enfants? J'établis bien sûr le contact avec ces personnes-là pour voir avec elle aussi si c'est quelque chose qui s'avère pérenne ou qui, bah, peut-être si elle a l'info comme quoi son école rouvre dans une semaine, bah, du coup je sais que c'est quelqu'un qui peut peut-être être disponible dans une semaine. Et puis là, je vais me faire, bah voilà, quelles sont mes ressources, quelles sont les ressources que je peux aujourd'hui utiliser, quelles sont les ressources que je pourrais utiliser éventuellement à une autre échéance. Et puis à partir de là, eh ben, je vais pouvoir décider aussi des activités éventuellement que je redémarre ou que je ne redémarre pas, quoi. Je parlais tout à l'heure de la résidence de tourisme moderne dont je m'occupe. Pour le moment, on n'a pas réouvert la partie restauration, quoi. On a réouvert la partie hébergement. Pour le moment, on n'a pas réouvert la partie restauration. À la fois pour une progressivité, parce que les textes, comme disait Sandrine tout à l'heure, sont arrivés un peu plus tardivement, et parce qu'on n'a pas forcément tout notre personnel disponible non plus en ce moment, et qu'il y a des choix à faire. Voilà. Et puis dans les postes, c'est la bonne occasion aussi de se dire, dans les postes qui sont aujourd'hui des postes essentiels à l'entreprise, bah bien les identifier, se dit demain, si cette personne-là, effectivement, elle tombe... elle rentre dans un des cas qu'on a vu au-dessus, où elle passe en quarantaine, en quatorzaine, comme le disait tout à l'heure Sandrine, bah comment je pourrais gérer cette situation-là? Est-ce que j'ai quelqu'un pour le remplacer? Est-ce que ça veut dire que si elle s'arrête, il faudra que j'arrête une activité parce que c'est la seule qui est capable de la faire fonctionner, etc. Donc là, je pense qu'il faut bâtir vraiment un vrai prévisionnel à court, moyen terme RH, en identifiant clairement les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer pendant ce temps-là. Et puis le mettre à jour très régulièrement, puisque ce sont des choses qui évoluent. Voilà, ça c'est une vraie situation. Et ça rentre un peu en lien avec un prochain webinaire qu'on va animer avec Sandrine, qui est justement sur le plan de continuité d'activité. Notamment quand on parle des personnes clés, à un moment donné, si j'ai identifié des personnes clés par rapport à une activité, bah, comment je me mets en situation de la remplacer, quel impact ça peut avoir sur mon activité, etc., quoi. Voilà. Ben, on arrive à la fin des questions. Le webinaire dont parle Alain, en fait, c'est la semaine prochaine, jeudi 18 à la 8h30. Vous avez reçu des liens par Caroline. Vous pouvez vous inscrire. Ça va être complètement différent, en fait. Enfin, le sujet va vraiment changer. A priori, là, on arrive à la fin de ce que nous, on avait prévu pour vous parler du document unique, l'actualisation telle qu'elle était demandée. Je pense que ça peut suffire. Si vous avez d'autres questions, d'autres besoins, bah, faites-les remonter, soit à l'un de nous, soit à Caroline Légère de la CCI, qui vous a envoyé les invitations par mail. Voilà, on reste à votre disposition. Donc la semaine prochaine, plan de continuité d'activité ou gestion de crise. On réfléchit aussi à structurer quelque chose sur le télétravail, soit avant l'été, soit juste à la rentrée. Il faut qu'on s'organise un petit peu. Est-ce qu'il y a autre chose à dire, Alain, ou on va pouvoir faire la clôture? Non, je voulais dire, on parlait aussi dans l'idée de la période estivale, hein, puisque l'idée c'était aussi on va s'engager dans la période estivale. Je pense que ce qu'on a traité, les points là, c'est vraiment, il faut pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est indispensable, alors soit que le chef d'établissement le fasse, ou le dirigeant s'il l'a décidé, soit qu'il ait un référent Covid, parce qu'il va falloir rester attentif, hein. On a effectivement une prochaine réunion là, qui est prévue, une information autour du 22 juin. À nouveau, de nouvelles décisions vont sortir, qui vont certainement aller dans le sens d'un allègement des protocoles en cours. Mais à nouveau, pour chaque métier, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça va impacter l'été? Ce que je vous parlais avant du prévisionnel RH, faut déjà se projeter, parce qu'effectivement, en plus des absences, il va y avoir les congés à gérer. Donc voilà. Tout ce qu'on vous a dit là, c'est aussi l'occasion de se dire
comment je me projette dans cette période estivale qui va être là aussi encore un petit peu agitée. Tout ne sera pas solutionné le 22 juin. Je pense qu'ils ont pris l'habitude maintenant toutes les 3 semaines de nous faire un petit discours. Donc je pense qu'il faut s'attendre avant le 14 juillet et avant le discours du 14 juillet d'en avoir un autre qui sera effectivement réellement l'ouverture de la période estivale vue du gouvernement. Et voilà. Et on sait effectivement que là, pendant cette période, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, il y a des choses à revoir. Et effectivement, c'est pas simple parce qu'on met des choses en place et parfois, à peine on a fini de les mettre en place, qu'on peut être amené à les modifier. Mais c'est ce qu'il faut aujourd'hui faire, quoi. Et je pense que là-dessus, la communication avec les salariés est hyper importante. Je vais juste rebondir sur un petit exemple dans ce que traitait, puis je vous laisserai la parole après, dans ce que traitait Sandrine tout à l'heure sur la communication avec les salariés. Toujours au DER, on a donc des personnels de ménage qui font le ménage dans les cottages, sur lesquels on a laissé un délai de 36 heures avant qu'elles interviennent dans le cottage, une fois que le précédent résident est parti, pour pas qu'elles se mettent en situation, elles, de risque par rapport au précédent. Et puis en même temps, on leur explique qu'elles, il faudra qu'elles portent un masque. Faut qu'on porte un masque, on va voir personne, ça rime à rien. Voilà. Et donc là, effectivement, il y a eu un bel échange là-dessus, puisque c'est de leur dire, mais à nouveau, vous allez être présente. Par contre, derrière, dans les heures qui vont suivre, éventuellement, un client va arriver. Si vous êtes porteuse asymptomatique et qu'à un moment donné, vous commencez à éternuer sur un plan de travail que vous avez déjà nettoyé et que derrière vous partez, le microbe se trouve là, quoi. Et voilà. Et ce moment d'échange qu'on a pris là-dessus, ça leur a permis de réaliser, ah oui, le masque, c'est pas, voilà, nous aussi, on peut contaminer l'autre et c'est pas que pour se protéger. Et ça a permis clairement de dégoupiller ce truc-là où elles ne voyaient pas l'intérêt à porter le masque, quoi. Donc, il faut solliciter les salariés pour qu'ils posent leurs questions et il faut être assez clair dans l'explication qu'on va leur donner pour qu'ils le comprennent. Okay. Voilà. Je vais peut-être Il y a Nether, je ne sais pas comment on dit, qui a posé une question. Si vous avez un autre établissement dans une zone orange, vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez et peut-être clarifier un petit peu cette question. C'est une dame. Voilà, ça y est. Oui, pardonnez-moi. Oui, alors ce n'est pas mon cas, mais je suis administratrice d'une société qui a donc 2 établissements, un dans le Grand Est et un en Île-de-France. Est-ce que les consignes doivent être plus strictes dans les zones oranges vis-à-vis des salariés ou pas? Ou est-ce que, comme vous l'avez très justement dit, ça passe beaucoup par du dialogue, donc peut-être insister un peu plus sur inciter un petit peu plus sur le dialogue entre salariés et dirigeants. Je ne vous entends plus. Allô. Oups. Merci. Oui, donc effectivement, les zones oranges ne sont pas soumises encore aujourd'hui aux mêmes règles, et notamment sur tout ce qui est CHR, hein. Enfin, tout ce qui est restauration et bar. Alors, il y a certainement certaines autres, les transports ne sont peut-être pas exactement soumis. Donc, il y a effectivement des spécificités qu'on retrouve dans le… je ne sais plus si c'était le décret ou l'arrêté du 31 mai qui était mis en lien au début, dans lequel on retrouve les spécificités justement des établissements qui sont dans des zones oranges. Mais effectivement, c'est ce qu'on retrouve avec typiquement les bars et restaurants qui ne peuvent être que ouverts en terrasse aujourd'hui et dans lequel on ne peut pas faire rentrer les gens en salle. Il y a un certain nombre de choses comme ça. C'est quand même assez limité dans la partie, on va dire… alors déjà, parce qu'il y a la zone orange, maintenant, je dirais, il n'y a que la région parisienne, hein, qui s'y trouve. Et puis Mayotte, je crois. C'est quand même assez limité. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres services à part la restauration qui est concernée, mais c'est effectivement, il y a certaines législations spécifiques et qu'il faut bien prendre en compte, hein. On ne peut pas appliquer toujours les mêmes choses dans ces 2 zones, et le décret qui était rappelé au début permet d'avoir ces informations-là. Merci Alain. Eh ben,
Si vous avez terminé, on va... D'autres questions peut-être que certaines personnes souhaiteraient poser? N'hésitez pas. Est-ce que vous avez d'autres interrogations, précisions à vouloir faire partager? Personne, tout est clair? Pas d'autres questions? Allez. Eh ben, si tout est clair, merci à toutes et tous. Voilà. Merci Sandrine, merci Alain pour votre intervention. Merci à toutes et tous également de votre présence. Et n'hésitez pas donc à vous inscrire sur les prochains webinars si les sujets vous intéressent. C'est en ligne et vous avez reçu le programme, donc n'hésitez pas. Et si vous avez des questions qui vous reviennent ou des interrogations, n'hésitez pas à nous en faire part par mail, et puis je remonterai à Sandrine et Alain qui vous répondront bien évidemment. Et puis comme d'habitude, donc je vous envoie le support, le lien du replay et puis un petit questionnaire si vous pouvez prendre une petite minute pour nous répondre. Ça nous aide aussi à avancer, évoluer et puis surtout répondre bien correctement à vos attentes. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne journée à toutes et tous et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.